Émilie était toujours en train de partir en conférence ou d'avoir des voyages d'affaires qui semblaient un peu trop fréquents. Mais j'étais trop aveuglé par l'amour et la confiance pour le remettre en question au début. Puis un jour, cette stagiaire, Lily, est venue me voir, l'air nerveuse et désolée. « Daniel, je suis désolée, mais j'ai entendu quelque chose que je pense que vous devriez savoir. » Elle a ensuite raconté comment elle avait surpris mon patron Henry et quelques autres hommes en train de parler de « divertir tout le monde » lors d'un prochain voyage d'affaires. Lily m'a même montré des photos dérangeantes d'Henry en train d'embrasser et de serrer dans ses bras une autre femme de manière intime. Mon cœur s'est effondré quand j'ai réalisé que cette femme mystérieuse était Émilie, ma propre femme. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler, les conférences constantes, les commentaires louches d'Henry, le comportement inhabituel d'Émilie récemment. Je me sentais comme un imbécile de ne pas avoir fait le lien plus tôt. Au début, j'étais dans le déni, me faisant des excuses dans ma tête. Peut-être qu'il s'agit d'un malentendu. Émilie ne me tromperait jamais, n'est-ce pas? Mais au fond de moi, je savais que la vérité me faisait face. Ma femme, la femme que j'aimais et en qui j'avais confiance de tout mon cœur, m'avait trompé. Avec mon propre patron, en plus. J'étais absolument anéanti. Après cette première vague de choc et de douleur est venue la colère. Comment a-t-elle pu faire cela à notre mariage? J'ai commencé à imaginer tous les détails sordides. Émilie étant intime avec d'autres hommes, trahissant ma confiance encore et encore. La fureur et le dégoût bouillaient en moi. Je savais que je devais agir, aller au fond de cette affaire sordide. C'est alors que j'ai décidé d'engager des détectives privés pour suivre Émilie et recueillir des preuves de son infidélité. J'ai trouvé cette entreprise appelée Key Detectives en ligne, à peu près l'agence de détectives privés la plus discrète que vous puissiez trouver. J'ai organisé des réunions avec eux et quelques autres agences, juste pour couvrir toutes mes bases. L'étape suivante consistait à trouver un avocat bulldog qui pourrait protéger mes intérêts. J'ai immédiatement pensé au cabinet Davis, Thompson et Clarkson. Ils avaient la réputation d'être de vrais pitbulls au tribunal. J'ai pris rendez-vous pour rencontrer Ethan Thompson lui-même afin de discuter d'une éventuelle représentation de ma part. Entre-temps, j'ai menti à Émilie à propos d'une grippe intestinale et je me suis installé dans une maison d'hôte, juste pour prendre un peu de distance et réfléchir à mes prochaines actions. J'étais une épave émotionnelle, mais j'étais aussi déterminé à rassembler des preuves et à prendre des mesures juridiques décisives. Il n'y avait aucune chance que je laisse Émilie s'en tirer avec cette trahison et garder mon fonds fiduciaire de 70 millions de dollars pour elle-même. C'était la guerre. Donc, me voilà, caché dans cette maison d'hôte miteuse, attendant que l'autre chaussure tombe. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel du détective privé que j'avais engagé chez Key Detectives, un type nommé Norm. « Monsieur Davis, j'ai des informations dérangeantes pour vous », a-t-il dit d'un ton grave. Norm m'a ensuite raconté que son équipe avait suivi Émilie, Henry et quelques autres lors de leur petit voyage d'affaires. Il s'avère qu'il ne s'agissait d'aucune conférence. Ils avaient tous pris une chambre dans un hôtel chic à l'extérieur de Melbourne et organisé essentiellement une grande orgie. Vous pouvez croire l'audace de ces gens? Selon Norm, les enquêteurs ont surpris Émilie dans toutes sortes de positions compromettantes avec Henry, mon avocat véreux Peter Robertson, et même quelques autres types que je ne reconnaissais pas. Les photos et les vidéos qu'ils ont obtenues étaient pratiquement du porno hardcore. J'ai eu la nausée rien qu'en entendant les détails. Mais ça a empiré. Norm a dit qu'ils avaient également capté des conversations laissant fortement entendre que toute cette affaire faisait partie d'un complot tordu pour me faire disparaître définitivement. C'est vrai, ma propre femme et les personnes en qui j'avais le plus confiance semblaient comploter pour me tuer. Tout ça pour mettre la main sur mon héritage de 70 millions de dollars. J'étais sidéré. Je dois être honnête, à ce moment-là, je me suis effondré complètement. Je parle de pleurs laids et bruyants comme un bébé. Comment Émilie, l'amour de ma vie, a-t-elle pu me trahir de cette manière? Et de vouloir ma mort pour de l'argent? C'était mon pire cauchemar qui devenait réalité.
Je me sentais si seul, si profondément dévasté. Je n'avais jamais ressenti une douleur comme celle-là auparavant. Les jours suivants ont été un flou total. J'étais une épave émotionnelle, oscillant entre une rage incontrôlable face à la tromperie d'Emily et un désespoir total face à la vie que je pensais avoir qui s'effondrait autour de moi. Heureusement, j'avais ma première réunion avec Ethan Thompson pour traiter le côté juridique de ce cauchemar. Ethan était exactement ce dont j'avais besoin, un avocat requin qui ne mâchait pas ses mots. Sur la base des preuves, nous avons Emily à bout de souffle pour adultère, rupture de contrat et éventuellement complot en vue de commettre un meurtre, a-t-il dit brutalement. Je vais enterrer ce serpent menteur ainsi que toutes les autres personnes impliquées. Mais ensuite, la femme d'Ethan, Sarah, m'a pris à part après la réunion. Elle avait vécu une trahison similaire et pouvait compatir à la douleur que je ressentais. Sarah m'a donné une accolade chaleureuse et m'a dit « Nous sommes là pour vous, Daniel. Vous avez un vrai ami en Ethan, et nous ferons tout notre possible pour vous protéger, vous et vos intérêts. » Je n'oublierai jamais ce moment de gentillesse humaine au milieu de toute l'obscurité et de la douleur. La compassion de Sarah était comme une bouée de sauvetage, me rappelant que je n'étais pas seul dans ce combat. Avec les Thompson à mes côtés, je savais que je pouvais surmonter tout ce qu'Emily et ses complices me lançaient. Il était temps de faire table rase de ces traîtres. Après cette première réunion avec Ethan et Sarah, j'étais un désastre total, complètement consumé par la paranoïa et la peur. Je veux dire, les personnes les plus proches de moi complotaient apparemment pour me faire tuer pour de l'argent. Alors j'ai commencé à changer de logement tous les soirs, passant d'un hôtel à un autre. J'avais peur qu'Emily ou l'un de ses sbires me retrouve. Pendant ce temps, Ethan préparait l'option nucléaire, il a rédigé des papiers de divorce citant l'adultère d'Emily et la rupture de notre contrat de mariage, ainsi que des ordonnances restrictives pour éloigner ce serpent et ses complices de moi. Ethan m'a conseillé d'éviter le bureau et d'éviter tout contact avec Emily jusqu'à ce que nous larguions la bombe. Les semaines suivantes ont été tout simplement atroces, à attendre que l'autre chaussure tombe. J'étais un désastre total, à peine dormant ou mangeant. Le seul point positif était Lily, cette stagiaire qui m'avait d'abord mis au courant des infidélités d'Emily. Nous avons commencé à prendre des verres et des dîners ensemble, et je me suis retrouvé à vraiment m'ouvrir à elle sur le cauchemar que je vivais. Lily était une personne si attentionnée et compatissante. Elle écoutait patiemment mes plaintes sur la trahison d'Emily, offrant des câlins et des mots d'encouragement. Je pouvais dire qu'elle avait développé des sentiments pour moi, mais j'étais encore trop bouleversé par la tromperie d'Emily pour vraiment répondre au début. Pourtant, sa gentillesse et sa loyauté pendant cette période sombre signifiaient le monde pour moi. Un week-end, Lily a suggéré que nous quittions la ville et allions observer les pingouins près de Phillip Island pour me changer les idées. Ethan et sa femme Mel se sont joints à nous aussi, voulant me sortir de mon enfer d'hôtel pendant un moment. Je me souviens avoir regardé ces petits pingouins mignons se dandiner le long de la plage, me sentant enfin en paix pendant un moment. Lily a tendu la main et m'a pris la main, me donnant un sourire chaleureux. À ce moment-là, j'ai ressenti une étincelle de quelque chose de plus qu'une amitié. Après le voyage des pingouins, Lily m'a avoué qu'elle avait des sentiments romantiques pour moi lors d'une soirée. J'étais encore si méfiant après la trahison d'Emily, mais je lui ai dit que je ressentais aussi une connexion au milieu de l'obscurité que je traversais. Elle m'a dit qu'elle resterait à mes côtés quoi qu'il arrive, ce qui a fait fondre mon cœur. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression de pouvoir vraiment faire confiance à quelqu'un à nouveau. Mais ensuite, l'autre bombe a éclaté. Norm m'a appelé pour me mettre à jour sur ses découvertes de surveillance. Apparemment, le plan d'Emily n'était pas seulement de voler mon argent. Non, cette sorcière complotait pour me faire tuer après être tombée enceinte de mon enfant et héritier. Pouvez-vous croire l'audace? Elle allait m'éliminer une fois que ma progéniture serait née afin qu'elle puisse tout prendre. Je me suis effondré en sanglots quand j'ai entendu ça. Lily m'a serré fort, me laissant évacuer toute la douleur et la rage. Comment la femme que j'aimais, la future mère de mon enfant,
Pouvait-elle vouloir ma mort de manière si froide et calculée? C'était absolument déchirant. À ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'Émilie m'avait poignardé en plein cœur. Aussi douloureux que cela ait été, apprendre le complot meurtrier d'Émilie a également allumé un feu sous mes fesses. Il n'y avait plus de place pour la retenue ou pour être Monsieur Nisby. Si Émilie voulait une guerre, j'allais la frapper avec chaque arme de l'arsenal juridique jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien. J'en avais assez d'être une victime. Il était temps de faire table rase de cette sorcière trompeuse et de tous ceux qui étaient impliqués dans ces complots tordus. Ils allaient payer cher pour leur trahison. Donc, avec le complot meurtrier d'Émilie révélé au grand jour, Ethan et moi sommes passés en mode terre brûlée. Le gars avait son équipe qui travaillait jour et nuit pour rassembler encore plus de preuves et construire une affaire étanche contre ce serpent et ses complices. Nous allions les enterrer tous au tribunal. Pendant ce temps, j'ai commencé à agir comme si tout était normal au bureau, faisant semblant d'être stupide pour qu'Émilie et les autres ne soient pas effrayés. Mais à l'intérieur, je bouillonnais de rage chaque fois que je voyais leur visage menteur et satisfait. J'ai dû résister à l'envie de simplement frapper Henry ou cet avocat véreux Peter sur place. Enfin, le grand jour est arrivé. J'ai dit à Émilie que j'avais une migraine et que je devais quitter le travail plus tôt. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'étais emmené par l'équipe d'Ethan vers un aérodrome privé pour m'enfuir. Nous ne pouvions pas risquer qu'Émilie ou les autres aient vent de la situation et essaient de m'arrêter. Je n'oublierai jamais l'expression de terreur pure sur le visage d'Émilie lorsque les gars de Norm ont commencé à arrêter elle et les autres complices au bureau. Apparemment, c'était une scène totale, des avocats claquant des menottes aux gens, des flics affluents, un chaos total. Émilie pleurait et criait, réalisant enfin que ses plans tordus s'effondraient autour d'elle. De la musique à mes oreilles, honnêtement. Pendant ce temps, je m'envolais vers Cairns avec Lily à mes côtés. Nous avons séjourné dans ce magnifique bed and breakfast tenu par le couple gay le plus adorable que vous puissiez imaginer. Leur endroit était niché dans la forêt tropicale, comme notre propre paradis privé loin de la folie de Melbourne. Les quelques jours à Cairns ont été idylliques. Comme si le poids du monde avait enfin été soulevé de mes épaules. Lily et moi nous réveillions ensemble, prenions ces incroyables petits déjeuners faits maison, puis passions la journée à explorer les sentiers de la forêt tropicale ou à nous prélasser au bord de la piscine en sirotant des cocktails. Le soir, nous sirotions du vin sous les étoiles et parlions pendant des heures de tout et de rien. Je n'oublierai jamais ce matin-là, j'étais assis sur la terrasse en train de lire quand Lily est venue derrière moi et a commencé à m'embrasser le cou. Elle a chuchoté « Tu es enfin libre, Daniel », en me mordillant l'oreille. À ce moment-là, toute la douleur et la colère de la trahison d'Émilie se sont dissipées. J'ai tiré Lily dans un baiser profond et passionné, réalisant que cette femme incroyable était le véritable amour de ma vie. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un SMS d'Ethan. C'est fait. Tu es un homme libre maintenant. J'ai pu enfin pousser ce énorme soupir de soulagement. Émilie, Henry, cet avocat véreux et tous leurs complices étaient derrière les barreaux, faisant face à des accusations de complot criminel. Les entreprises pour lesquelles ils travaillaient étaient également poursuivies en justice. Ethan a dit qu'Émilie avait eu une crise psychotique complète lorsqu'elle avait été arrêtée et avait dû être sédatée. Une partie de moi a ressenti une pointe de tristesse pour elle, mais honnêtement, elle s'était infligé tout cela avec sa trahison dégoûtante. Avec le poids enfin retiré de mes épaules, Lily et moi avons pu nous détendre et être présents l'un pour l'autre ces prochaines semaines. Nous avons fait toutes les choses classiques que font les couples romantiques, massage en couple, croisière au coucher du soleil, faire l'amour sur la plage sous les étoiles. Je vous épargnerai les détails classés X, mais disons simplement que nous avons certainement profité de l'intimité. Ethan et Mel sont même venus nous rejoindre pour une partie du séjour avec leur fille Colleen. C'était tellement génial d'avoir mon petit avocat Pitbull et sa famille là pour célébrer ma nouvelle liberté avec Lily. Nous passions nos journées à nous prélasser au bord de la piscine, à siroter des cocktails et à nous remémorer comment nous avions fait tomber toute la bande corrompue.
Ethan adorait raconter la partie où Emily avait été emmenée en menottes, ce sourire maléfique se répandant sur son visage. Ce gars est vraiment un assassin juridique, mais je l'aimais pour ça. Ces semaines à Cairn étaient exactement ce dont j'avais besoin pour commencer à guérir du cauchemar d'Emily. Avoir l'amour et le soutien de Lily était comme un baume pour mon âme blessée. Pendant si longtemps, j'ai pensé que je ne pourrais plus jamais faire confiance ou aimer après la trahison dégoûtante d'Emily. Mais cette femme merveilleuse m'a montré que le véritable amour inconditionnel existe toujours dans ce monde. Avec Lily à mes côtés, je me sentais renaître et prêt à commencer à construire une nouvelle vie, une vie remplie d'honnêteté, de loyauté et de vrai bonheur cette fois-ci. Après ces semaines idylliques à Cairn, Lily et moi ne pouvions plus nous passer du virus du voyage. Nous avons décidé de poursuivre l'aventure et avons fait ce tourbillon de tournée en Australie, en passant par des endroits comme Brisbane, Sydney, les îles Whitsunday. Où que nous allions, c'était comme si nous étions dans notre propre petite bulle d'amour, ignorant le reste du monde. Ne vous méprenez pas, nous recevions toujours des mises à jour d'Ethan sur toute la folie juridique qui se déroulait avec Emily et son équipe corrompue. Ce pitbull juridique accumulait victoire après victoire au tribunal, obtenant des ordonnances de protection et des règlements financiers massifs pour moi de la part des entreprises impliquées dans le complot. Ethan s'est assuré qu'Emily et ses sbires ne touchent pas un seul centime de mon héritage. Pendant ce temps, Lily et moi vivions essentiellement comme de jeunes mariés, même si nous n'étions pas encore officiellement mariés. Nous faisions toutes les choses ringardes et romantiques, massage en couple, dîner aux chandelles sur la plage, ce genre de choses. Et l'intimité entre nous, oh mon Dieu! Disons simplement que nous avons certainement profité de toutes ces chambres d'hôtel de luxe. Mais aussi incroyable que soit la romance de voyage, Lily et moi savions tous les deux que nous voulions nous installer et commencer à construire une vraie vie ensemble. Nous avions de longues discussions sur nos espoirs et nos rêves, se marier, avoir des enfants, s'installer. Je n'oublierai jamais cette nuit sous l'opéra de Sydney lorsque Lily a soudainement dit « Je veux avoir tes bébés, Daniel ». J'ai failli tomber de la banquette tellement j'étais choqué, et ravi. À partir de là, il s'agissait simplement de rendre les choses officielles. Quelques semaines après notre retour à Melbourne, j'ai surpris Lily avec cette proposition extravagante, une terrasse sur le toit privé décorée de pétales de rose, de guirlandes lumineuses, le grand jeu. Lorsque je me suis agenouillé avec cette énorme bague en diamant, elle a éclaté en sanglots de joie. Voir la pure joie sur son visage alors qu'elle disait « oui » était honnêtement l'un des plus grands moments de ma vie. Nous n'avons pas perdu de temps après ça, je peux vous le dire. Lily a commencé à rechercher des traitements de fertilité et m'a pratiquement traîné chez le médecin pour faire un bilan et s'assurer que nous étions prêts à avoir un bébé. Bien sûr, quelques mois plus tard, nous avons obtenu ce test de grossesse positif. Vous n'avez jamais vu deux personnes plus ravies. Pendant tout ce temps, Ethan accumulait les victoires juridiques contre Emily et toute sa clique corrompue. Cette sorcière a fini par se faire infliger une peine de 35 ans de prison pour ses plans dérangés, pas de chance de libération conditionnelle, merci mon Dieu. Le juge était dégoûté par ces complots meurtriers contre moi et en a fait un exemple. De la musique à mes oreilles, honnêtement. Ethan a également obtenu pour moi un règlement de divorce monstrueux qui a essentiellement vidé les économies et les actifs d'Emily. Il s'est assuré de pousser pour le montant maximum en raison de ces violations flagrantes de notre contrat de mariage. J'ai essayé de ne pas prendre trop de plaisir à dépouiller Emily de tout, mais je dois admettre que cela faisait assez bon de la voir obtenir sa punition ultime. Avec Emily hors de ma vie pour de bon et tous ses complices en ruine, Lily et moi étions enfin libres de commencer notre nouvelle vie ensemble. Nous avons décidé de voir les choses en grand aussi. Nous avons trouvé ce penthouse loft incroyable en plein cœur du quartier central des affaires de Melbourne. Je parle de fenêtres du sol au plafond, d'une piscine sur le toit, du grand jeu. C'était l'endroit idéal pour commencer notre famille. Ces premiers mois dans le penthouse ont été tout simplement idylliques. Lily et moi avons passé nos journées à nicher et à aménager l'endroit pour l'arrivée du bébé.
Nous faisions de longues promenades dans la ville la nuit, main dans la main, en rêvant de l'avenir. Je rentrais du travail et je ne pouvais m'empêcher de frotter le ventre de Lily qui grossissait, ressentant cet incroyable lien entre nous trois. Puis le grand jour est enfin arrivé, le petit Jacob Daniel est entré dans le monde, en bonne santé et hurlant ses petits poumons. Tenir mon fils dans mes bras pour la première fois, voir le regard d'amour pur et de joie sur le visage de Lily, c'était honnêtement le moment le plus profond de ma vie. Toute l'obscurité et la douleur de la trahison d'Émilie se sont dissipées en un instant. C'était le nouveau départ dont j'avais rêvé. Au cours des 2 années suivantes, Lily et moi avons vécu ce bonheur familial idyllique. Nous nous promenions dans le parc de la ville, Jacob sur mes épaules. Les week-ends étaient réservés au petit déjeuner aux crêpes et aux soirées cinéma blotties sur le canapé. Et l'amour dans ce penthouse, mon Dieu, c'était tout ce que j'avais désespérément cherché après qu'Émilie ait si cruellement déchiré mon monde. Ces jours-ci, Lily et moi parlons de tenter notre chance pour le bébé numéro 2 bientôt. Nous avons cette incroyable petite unité familiale, une magnifique maison, des carrières florissantes que pourrait souhaiter de plus un gars. Chaque fois que je regarde ma femme et mon fils, je me sens tellement reconnaissant d'avoir traversé l'obscurité et la trahison pour retrouver la lumière. C'est ça, le vrai amour et la loyauté. Et après le drame d'Émilie, je ne le tiendrai plus jamais pour acquis. Pendant longtemps, j'étais rempli de tant de haine et de dégoût envers Émilie. La façon dont elle m'a trahi, les profondeurs dégoûtantes auxquelles elle est descendue avec ses plans meurtriers, il était presque impossible pour moi de ressentir autre chose que du mépris. Mais ensuite, j'ai reçu cet appel de la prison environ 1 an après qu'elle ait été enfermée. Il s'avère qu'Émilie avait subi une rupture psychotique totale derrière les barreaux et était dans un très mauvais état mental et physique. Alors, contre mon meilleur jugement, je suis allé la voir. Je me suis dit qu'elle méritait au moins d'avoir quelqu'un à ses côtés pour la naissance de son enfant, aussi tordu que cela puisse paraître. Mais quand je suis arrivé à l'aile de l'hôpital de la prison, la vue d'Émilie m'a secoué jusqu'au plus profond de mon être, mec. Elle était recroquevillée sur le lit, se balançant d'avant en arrière, marmonnant toutes sortes de choses folles à son ventre enceinte. Sans avertissement, Émilie a soudainement arraché sa robe d'hôpital et a commencé à crier à son estomac, disant des choses comme « Ce bébé n'est pas à toi, ce n'est pas à Thomas. J'ai donné ce corps quand il ne m'appartenait pas. » Elle pleurait de manière hystérique, se grattant la peau comme si elle voulait l'arracher. C'était honnêtement l'une des choses les plus dérangeantes et les plus hantées que j'ai jamais vues. Les médecins de la prison ont dû sédatif Émilie et l'attacher. Alors qu'ils l'emmenaient, elle m'a regardé avec ce regard triste et creux dans les yeux et a simplement chuchoté. « C'était censé être à toi, Thomas. » C'était censé l'être. Une partie de moi voulait ressentir de la sympathie à ce moment-là, voyant quelqu'un que j'aimais autrefois devenir si complètement détruit. Mais la colère et la douleur de sa trahison étaient encore trop fraîches. Je l'ai regardé en silence alors qu'il l'emmenait. 1 semaine plus tard, j'ai reçu un autre appel de la prison. Émilie avait accouché d'une petite fille. En bonne santé, malgré l'effondrement mental de sa mère et les circonstances entourant sa conception. Les médecins voulaient savoir si j'étais prêt à faire un test de paternité, car l'état d'Émilie rendait flou qui était le père. J'ai pensé qu'après tout, je ferais le test. Eh bien, il s'avère que ce petit paquet de joie n'était pas de mon sang après tout. Le test a montré que le père était en fait ce voyou nommé Richard avec qui Émilie traînait au travail. Encore une torsion dégoûtante dans le drame de sa trahison. Je ne savais pas si je devais me sentir soulagé que je ne sois pas lié à Émilie pour toujours à travers cet enfant, ou simplement dégoûté par son comportement. Quoi qu'il en soit, les médecins ont dit qu'Émilie ne voulait pas avoir de part dans l'éducation de sa fille. Je ne peux pas dire que je lui en veuille, compte tenu des circonstances. Elle avait clairement indiqué qu'elle voulait couper les ponts, mettre le bébé en adoption afin qu'elle puisse avoir un nouveau départ avec une famille stable. Aussi tordus que soient les choix d'Émilie, je devais respecter le fait qu'elle mettait le bien-être de l'enfant en premier pour une fois.
C'est alors que Lily et moi avons commencé à parler de l'idée d'adopter la fille d'Emily nous-mêmes. Je sais, ça sonne fou compte tenu de tout ce qui s'est passé avec sa mère. Mais Lily a un cœur si pur et pardonnant. Elle ne voulait pas que cet enfant innocent grandisse en rebondissant dans le système de famille d'accueil sans famille simplement parce que sa mère était une sociopathe. Alors après de longues discussions, et moi surmontant l'étrangeté initiale d'adopter la progéniture de mon ex-femme trompeuse, nous avons décidé de le faire. Nous élèverions cette petite fille comme la nôtre, lui donnerions le foyer aimant et la famille qu'elle méritait dès le départ. Ethan s'est assuré que l'adoption se déroule sans heurts et s'occupe de toutes les formalités juridiques. Bien sûr, le père biologique d'Emily, Richard, devait tout gâcher parce qu'il est un connard total. Dès qu'il a entendu parler de l'adoption, il a essayé de se précipiter et d'exiger la garde et la pension alimentaire pour enfants de ma part. Comme si je allais laisser ce connard qui a mis son pénis dans ma femme faire partie de la vie de l'enfant. Pas question. Ethan, ce pitbull, est devenu nucléaire sur Richard dès le premier jour. Le gars l'a frappé avec une poursuite pour paternité afin que nous puissions l'établir comme le père et aller après lui pour la pension alimentaire pour enfants à la place. Richard a essayé de se faufiler au début, mais Ethan l'a juste submergé de tant de paperasse juridique et de dates de tribunal que finalement il n'a eu d'autre choix que de payer. Je n'oublierai jamais l'expression sur le visage satisfait de Richard lorsqu'il a dû commencer à écrire ses chèques de pension alimentaire pour enfants. Ethan s'est assuré de le frapper avec les paiements maximum aussi, assez pour que ça fasse vraiment mal. C'est ce que tu as pour avoir embêté ma famille, espèce de connard. Au final, nous avons donné à la petite fille le nom d'Ava Emily Davis, en gardant le nom de sa mère comme son deuxième prénom, car elle ferait partie de notre famille maintenant. Et dès que nous avons ramené le bébé Ava à la maison, elle a été intégrée à l'unité familiale Davis comme si elle avait toujours dû être là. Lily et moi l'avons couverte de tout l'amour et de l'affection qu'un parent pourrait donner. Nous nous blottissions sur le canapé pour regarder des films Disney, allions au parc et à l'aire de jeu tous les week-ends, profitant de tous ces précieux moments de bébé. Lorsque Jacob est né quelques années plus tard, Ava a instantanément adoré avoir un petit frère à surveiller. Elle poussait sa poussette dans le quartier, l'aidait à manger et lui lisait des histoires le soir. Un tel lien attentionné et nourrissant entre ces deux-là dès le début. Au fur et à mesure qu'Ava grandissait, j'ai commencé à réaliser à quel point la personnalité et l'esprit d'Emily s'étaient transmis à elle. Elle avait ce même sourire radieux, ces yeux expressifs qui pouvaient faire fondre votre cœur. Mais il y avait aussi cette détermination farouche, cette ténacité qui était si typiquement Emily. Je taquinais Lily que nous avions un aperçu de l'ancienne Emily avant sa sombre transformation. Bien sûr, nous avons toujours été ouverts et honnêtes avec Ava sur ses origines à mesure qu'elle grandissait. Nous ne voulions pas mentir ou lui cacher quoi que ce soit. Elle savait que sa mère biologique était Emily et qu'elle avait fait de terribles choix, mais aussi que nous étions ses vrais parents qu'il aimait inconditionnellement. J'appréhendais vraiment le jour où Ava voudrait peut-être rencontrer Emily et ce connard de Richard. Mais Lily a insisté sur le fait que nous ne pouvions pas la priver de ce sentiment de clôture si elle en avait besoin. Comme prévu, lorsqu'Ava a eu 18 ans, elle a commencé à poser des questions plus précises sur la rencontre avec ses parents biologiques. Bien que ce soit difficile, nous avons accepté de le faire et d'organiser une visite supervisée avec chacun d'eux séparément. Disons simplement, ça ne s'est pas bien passé avec Richard, ce connard. Ava avait cette notion idéalisée de son père dans sa tête. Mais dès que Richard a ouvert la bouche, cette image s'est brisée en 1 million de morceaux. Il a immédiatement commencé à sortir toute cette merde misogyne, insultant l'apparence d'Ava et ses choix de vie. Quand je suis intervenu pour la défendre, Richard a perdu les pédales et m'a poussé contre le mur. Ouais, ce connard s'est retrouvé de nouveau en prison cette nuit-là après que je l'ai mis KO. Je me sentais horrible de voir Ava si bouleversée et trahie après cette rencontre horrible avec Richard. Elle s'accrochait à ce fantasme de lui en tant que bon gars, une figure paternelle attentionnée dans sa vie.
pour que ce rêve soit brisé si brutalement. Cela m'a presque brisé le cœur. Tout ce que je pouvais faire, c'était serrer Ava dans mes bras et lui rappeler que sa vraie famille l'aimait inconditionnellement. Quant à Emily, eh bien, cette réunion était un véritable foutoir mental, je peux vous le dire. Ils ont fait rencontrer Ava dans cette salle spéciale de la prison, au cas où les choses deviendraient tendues. Je n'oublierai jamais l'expression de pure angoisse sur le visage d'Emily lorsqu'elle a vu pour la première fois notre petite fille, cette magnifique jeune femme qu'elle avait abandonnée il y a si longtemps. Pendant quelques minutes, il y a eu un silence de mort. Emily et Ava se fixaient simplement, prenant en compte toutes les similitudes et les différences. Vous auriez pu couper la tension avec un couteau. Puis, sans avertissement, Emily s'est effondrée en sanglots déchirants. Elle a rampé sur le sol vers Ava, la prenant dans une étreinte serrée, chuchotant « Je suis désolé, encore et encore ». Je dois donner du crédit à Ava, elle a géré toute cette scène émotionnelle brute avec tant de grâce et de compassion. Elle caressait simplement les cheveux d'Emily, essayant de la calmer, disant « Ça va, je suis là maintenant ». Regarder les deux ensemble, j'ai réalisé pour la première fois à quel point Emily devait porter de douleur et de regrets toutes ces années. À partir de là, Ava a commencé à rendre visite à Emily à la prison tous les quelques mois. Elle a dit qu'elle avait besoin de comprendre sa mère biologique, de l'humaniser d'une certaine manière. Je pouvais respecter ça. Quant à moi, eh bien, disons simplement qu'Emily et moi ne serons jamais copains-copains. Trop d'eau a coulé sous les ponts là-bas. Mais je dirais ceci, voir à quel point Emily est allée loin dans la prise de responsabilité, le remords pour ses actions, m'a aidé à atteindre un lieu de pardon dans une certaine mesure. Ne vous méprenez pas, elle est toujours une personne profondément imparfaite qui a fait des choix impardonnables que je n'excuserai jamais. Mais j'ai réalisé que garder cette haine et cette rage envers elle ne faisait que m'empoisonner à la fin. Lily avait raison, nous avons construit cette nouvelle vie incroyable, et Emily ne méritait pas de continuer à occuper de l'espace dans ma tête gratuitement. Ces jours-ci, Emily est toujours enfermée et risque de l'être à vie compte tenu de ses crimes. Mais d'après ce que j'ai entendu par les visites d'Ava, elle a fait la paix avec elle-même et est déterminée à continuer à s'améliorer de quelque manière que ce soit. La folle égoïste qui a comploté pour me tuer pour de l'argent est partie depuis longtemps. Et je vais bien avec laisser ce passé mourir, tant que la femme que je connaissais reste enterrée pour de bon. Quant à moi et ma famille, nous continuons simplement d'avancer, répandant plus d'amour et de joie avec chaque année qui passe. Ava est maintenant une adulte, poursuivant son rêve de carrière en tant que psychologue pour enfants. Elle a un mari incroyable et un magnifique petit bébé qui me rend obsédé en tant que grand-père. Ma relation avec Lily est toujours ce partenariat solide comme un roc que nous avons construit à partir des cendres de la trahison. Nous avons traversé le pire de ce que la vie pouvait nous lancer, et nous en sommes sortis plus forts à cause de cela. Est-ce que je suis toujours déclenché ou que j'ai des moments de SSPT de mon expérience avec la trahison d'Emily? Bien sûr, quelque chose d'aussi traumatisant laisse sa marque peu importe quoi. Mais je réalise aussi à quel point j'ai de la chance. Avoir survécu au fait d'être trompé et d'avoir failli être tué par la personne que j'aimais le plus, et pourtant trouver le courage d'ouvrir à nouveau mon cœur à quelqu'un d'aussi incroyable que Lily. Cette vie, cette famille que nous avons créée, c'est la plus grande, va te faire foutre, à Emily et à ses démons que je puisse jamais demander. Alors si vous traversez une sorte de trahison ou de douleur folle vous-même, sachez simplement que vous pouvez et trouverez de la lumière de l'autre côté si vous ne renoncez pas. Ce ne sera pas facile, et il y aura beaucoup de rechutes et de nuits difficiles. Mais tant que vous restez fidèle à vous-même et que vous avez de vrais amis dans votre coin comme je l'ai fait avec Lily et Ethan, vous vous en sortirez. Vous saurez renaître, et aurez la chance de construire quelque chose de encore mieux à partir des décombres. Ne vous accrochez tout simplement pas à cette colère et à cette haine, mec. Ça va te ronger de l'intérieur jusqu'à ce que tu sois creux, crois-moi. Trouvez un moyen de pardonner, même si vous ne pouvez pas oublier. Parce qu'à la fin de la journée, la plus grande vengeance est de se permettre d'être vraiment heureux à nouveau.
Avec de vraies personnes loyales qui vous entourent, il n'y a pas de limite à la vie incroyable que vous pouvez construire. Alors continuez à avancer, un pas à la fois. Votre histoire de rédemption ne fait que commencer.